L'arrivée de la dépouille d'Étienne Tshisekedi en RD Congo. Son corps a été rapatrié ce jeudi depuis Bruxelles. « 36e session du Conseil des ministres des pays membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Elle se tient au Bénin. Puis Coupe du monde féminine de football en France. 3 équipes africaines y prendront part. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, la dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée en République démocratique du Congo. L'ancien opposant et père de l'actuel président Félix Tshisekedi a enfin retrouvé sa terre natale et ce depuis plus de 2 ans après sa mort survenue à Bruxelles. Voici les images. Après 2 années d'attente, les partisans d'Étienne Tshisekedi peuvent enfin se recueillir devant la dépouille de leur leader. En provenance de Belgique, son cercueil recouvert du drapeau congolais est arrivé dans la nuit de jeudi à Kinshasa. C'est vraiment une soirée inoubliable pour nous autres, pour la jeunesse congolaise. Nous avons vraiment beaucoup aimé le papa Étienne Tshisekedi et sa lutte. Un homme qui a lutté pour le pays, pour le bien-être du pays. Aujourd'hui, on a une démocratie. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer, non pour plairer, mais pour célébrer une lutte qui lui a coûté toute sa vie. Le corps de l'ex-opposant congolais sera exposé ce vendredi au Stade des Martyrs avant d'être inhumé samedi à Lansele. 6 chefs d'État africains ont été annoncés à prendre part aux obsèques. Parmi eux, celui de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et du Togo. Figure de l'histoire de la République démocratique du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles où il venait se faire soigner. Sa dépouille reposait depuis dans un funérarium de la capitale belge, faute d'accord entre sa famille et l'ancien régime du président Joseph Kabila pour son rapatriement et l'organisation des obsèques. La situation s'est éclaircie avec l'investiture le 24 janvier dernier de son fils Félix, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Le Soudan a décidé de fermer le bureau de la chaîne d'information qatari Al Jazeera à Khartoum. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le groupe sur son site internet, précisant avoir été informé que la décision émanait du Conseil militaire de transition au pouvoir. L'armée soudanaise a ordonné la fermeture du bureau de la chaîne d'information qatari Al Jazeera à Khartoum. Cette décision survient alors que des milliers de personnes ont protesté à Khartoum ce jeudi contre l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir aux civils. Les services de sécurité soudanais ont informé le directeur du bureau d'Al Jazeera de la décision du Conseil militaire de transition de fermer son bureau à Khartoum, a déclaré la chaîne sur son site. La décision inclut également le retrait des permis de travail pour les correspondants et le personnel du réseau d'Al Jazeera à compter de maintenant, jeudi soir, a ajouté la chaîne qui diffuse régulièrement des informations des manifestations contre l'armée qui secoue le Soudan. Selon Al Jazeera, aucune décision écrite n'a été remise au directeur du bureau. Mais dans un communiqué, le groupe dénonce une totale violation de la liberté de la presse et assure continuer la couverture au Soudan en dépit de l'ingérence politique des autorités soudanaises. D'un Soudan à un autre, le gouvernement du président sud-soudanais Salva Kiir a dénoncé ce vendredi la prolongation d'1 an de l'embargo sur les armes contre le Soudan du Sud, voté la veille par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il qualifie cette décision de mesure contre la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce jeudi par 10 voix pour et 5 abstentions une résolution prolongeant jusqu'au 31 mai 2020 l'embargo sur les armes ainsi que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager de 8 responsables sud-soudanais. Ces derniers sont accusés d'avoir joué un rôle dans la guerre civile qui ravage le plus jeune pays du monde depuis 2013.
Au lendemain de ce vote, les autorités sud-soudanaises ont condamné cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le ministre sud-soudanais de l'Information, tout embargo sur les armes à l'heure actuelle est une mesure contre la paix. Il y a des gens qui ne veulent pas de la paix au Soudan du Sud. Il y a toujours des rebelles qui combattent le gouvernement et si vous imposez un embargo sur les armes au gouvernement du Soudan du Sud, cela veut dire que vous ouvrez la voie aux rebelles qui n'ont pas signé le dernier accord de paix de septembre 2018, a poursuivi le ministre. Il faisait notamment référence au groupe rebelle de l'Est général sud-soudanais Thomas Sirilo Souaka, à la tête depuis 2017 du Front national du salut qui combat l'armée gouvernementale dans le sud du pays. Pour rappel, le nouvel accord de paix signé par le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar prévoyait la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale au plus tard le 12 mai. Mais cela a été repoussé de 6 mois, un délai devant notamment permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée, un des points clés de l'accord de paix. Ce journal se poursuit. La zone continentale de libre-échange continentale, projet phare de l'Union africaine, est entrée en vigueur hier jeudi. Le but est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. La mise en application de ce projet destiné à booster l'émancipation économique de l'Afrique est une étape historique. Le commissaire de l'Union africaine pour le commerce et l'industrie, Albert Muchanga, s'est réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de la ZLEC. Tout ne s'arrête pas là. La phase opérationnelle doit être lancée le 7 juillet lors d'un sommet de l'Union africaine à Niamey. Ce, après finalisation d'instruments clés tels que les mécanismes d'arbitrage, la définition des règles d'origine des marchandises ou encore des mécanismes en vue de l'élimination d'obstacles tels que la corruption ou les mauvaises infrastructures. 52 membres de l'Union africaine sur 55 ont signé l'accord portant création de la ZLEC depuis mars 2018, avec l'exception notable de la première économie du continent, le Nigeria. Mais pour entrer en vigueur, il fallait que 22 membres ratifient la ZLEC et notifient leur décision officiellement à l'organisation continentale. Ce seuil a été atteint le 29 avril, ouvrant la voie à une entrée en vigueur 30 jours plus tard, comme prévu dans les statuts de la ZLEC. Depuis le 29 avril, le Burkina Faso et le Zimbabwe ont déposé leurs instruments de ratification portant le nombre de pays inclus dans la ZLEC à 24. Avec des poids lourds du continent comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya ou encore l'Éthiopie. D'autres pays ont entrepris une ratification, dont le Maroc. La zone de libre-échange doit permettre l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres, favorisant ainsi le commerce au sein du continent et permettant aux pays africains de s'émanciper d'un système économique trop centré sur l'exploitation des matières premières. L'Union africaine estime que la mise en œuvre de la ZLEC permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Les travaux de la 36e session du Conseil des ministres des pays membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES se sont achevés ce vendredi à Cotonou, au Bénin. Le bilan des activités de l'organisation et la proposition de nouvelles perspectives pour l'avenir étaient les points débattus. Toutefois, le secret du délibéré dans les affaires de plagiat et co-direction n'a pas été rendu public au cours de cette session. Faire un état des lieux de la mise en œuvre du premier plan stratégique et tracer de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans les pays membres du CAMES. C'est l'objectif de cette rencontre des ministres des pays membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Cela dans le but de bâtir une économie du savoir à la hauteur des attentes et en favorisant la mobilité des enseignants et chercheurs pour une plus grande intégration des peuples. À l'aune de cette mission futuriste et stratégique, l'assurance qualité, la professionnalisation des enseignements, l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur et des étudiants-chercheurs apparaissent comme un trinôme gagnant et incontournable.
Le système licence, master, doctorat et surtout le numérique se sont invités au cours des discussions entre ministres. Le ministre béninois de l'enseignement supérieur, l'hôte de la session, a plaidé pour leur intégration aux réalités du CAMES. Des souhaits renchéris par son homologue des affaires étrangères représentant le président de la République, Patrice Talon, qui selon lui attache un intérêt particulier à cette session. Sous la présidence du grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, le professeur Bertrand Bachy, secrétaire général du CAMES, et selon l'accord d'Abidjan signé le 14 avril 2002, plusieurs enseignants, chercheurs et partenaires ont été distingués. Cette reconnaissance, faite de paroles et de symboles, représente la meilleure façon de magnifier le savoir qui seul permet de vaincre l'ignorance ainsi que toute la désolation qu'elle engendre grâce à l'éducation. Un savoir qui autorise plutôt d'inscrire tout un chacun, quel que soit son sexe, sa race, ses origines et sa croyance, dans une dynamique de progrès. Seule fausse note pour certains au cours de la 36e session du Conseil des ministres du CAMES, le secret du délibéré dans les affaires de codirection et du plagiat n'ont pas été rendu public. 3 équipes africaines sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de football en France. Il s'agit du Nigeria, du Cameroun et de l'Afrique du Sud. La présentation de ces 3 sélections à travers ce reportage. Ce sont les plus expérimentés et les plus titrés. Les Super Falcons du Nigeria ont participé à toutes les Coupes du monde féminines et dominent le foot africain depuis près de 30 ans avec 11 titres continentaux. Mais sur la scène mondiale, elles n'ont atteint qu'une fois les quarts de finale en 1999. Coachées par un sélectionneur suédois depuis 2018, elles vont en France pour faire mieux, malgré un groupe relevé où figurent le pays hôte, la Corée du Sud et la Norvège. On veut sortir des phases de groupe et ensuite on verra. Il nous fait jouer en 3-5-2 et je pense que c'est la meilleure formation pour nous. Je pense que c'est bien mieux pour l'équipe. Pour le Cameroun, c'est la 2e qualification en Coupe du Monde. Elles ont atteint les 8e en 2015 au Canada et espèrent faire encore mieux si elles sortent d'un groupe à leur portée avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Canada. Leurs adversaires sont prévenus, les Lionnes indomptables ont faim. On travaille très très dur justement pour pouvoir aller le plus loin possible et ramener la coupe ici. Comme toute lionne qui va en brousse, on va chasser. On va chasser et nous sommes sûrs de remporter, ramener les proies. Parce que la lionne, quand elle va, elle ne rentre pas dans les mains vides. L'Afrique du Sud, enfin, jouera en France sa toute première Coupe du Monde. La partie s'annonce compliquée dans un groupe difficile avec l'Allemagne et la Chine, 2 grandes puissances du foot féminin, et l'Espagne. Mais les Banyana, les filles en langue Sesotho, sont tout de même vice-championnes d'Afrique et comptent dans leur rang celles qui ont été élues respectivement meilleures coachs et meilleures joueuses africaines en 2018, la sélectionneuse Désirée Ellis et l'attaquante Thembi Katlana. Aujourd'hui, on est bonne. Demain, on sera meilleur et le jour d'après, on sera génial. Donc oui, les gens disent qu'on est dans un groupe de la mort, mais d'ici à la Coupe du Monde, on sera meilleur en tant qu'équipe et elles ne sauront pas à quoi s'attendre. On a fait un très bon résultat à la Coupe d'Afrique, même si là, on sait que ce sera 1 ou 2 niveaux au-dessus. Mais en y allant avec la même attitude, le même engagement, la même discipline, on peut être au niveau. Aucune sélection du continent, masculine ou féminine, n'a dépassé les quarts de finale d'une Coupe du Monde. L'objectif peut sembler lointain, mais ces 3 équipes sont bien décidées à porter haut les couleurs de l'Afrique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, au revoir et à bientôt.